dossier de presse, article écrit par Igor Volkov, intitulé « Voyage à travers la bibliothèque de René Guénon », paru dans l'Égypte Nouvelle le 9 octobre 1953. De loin en loin, pour leur faire plaisir, pour notre délectation, des humanistes se livrent à des travaux de prospection dans ce que fut la bibliothèque de nos grands écrivains. En s'inquiétant de connaître les lectures d'un Rabelais, d'un Montaigne, d'un archevêque de Cambrai ou d'un cardinal de Retz, ils espèrent retrouver les sources auxquelles se sont alimentés leur style, leur inspiration et jusqu'à la genèse de certaines de leurs idées. On ne croit pas qu'en dressant le catalogue des ouvrages qui ornent la bibliothèque du métaphysicien disparu, le groupement des amis de René Guénon ait eu pour objectif immédiat l'établissement de la généalogie intellectuelle des 30 volumes répandus dans les 5 parties de l'univers. Ces amis posthumes n'en ont pas moins annoncé à pied d'œuvre les matériaux qui permettront un jour, à l'un d'eux, de découvrir les pistes, les repères, les liens entre le rythme de la pensée guénonienne et les suggestions des devanciers. En attendant, l'un des membres de ce groupement, le professeur Igor Volkov, nous offre ici le résultat du premier coup de pioche. Simple énumération des œuvres qui s'entassent sur les tablettes de dilection. Que de titres étonnants, singuliers, insoupçonnés, tentateurs. Et encore, à travers ces titres, quelle probité se dégage qui magnifie la noble figure du défunt. Ainsi, avant que de nous communiquer n'importe lequel de ces messages, René Guénon se livrait à un labeur de bollandiste, engrangeait la somme maxima de connaissances, n'abordait son sujet qu'après avoir maîtrisé la substance et le suc. Évidemment, de pareilles méthodes en même temps qu'elles honorent l'esprit humain et qu'elles dénoncent au mépris public nos improvisateurs de pacotille, emportent et exigent le sacrifice intégral de l'individu à son œuvre. Elles confèrent en tout cas à cette œuvre née sous le signe d'une pareille discipline une grandeur qui dépasse notre exiguïté, qui force le respect. Or, pour des raisons que le professeur Igor Volkov expose sans détour, la veuve de René Guénon est contrainte de se défaire de la bibliothèque de son mari. La chose serait trop facilement réalisable si, mue par une mystique et une piété du souvenir, Madame Fatma Mohammed n'avait résolu d'écarter les offres de vente au détail et de n'accepter qu'une proposition globale portant sur l'ensemble de l'incomparable trésor spirituel. En d'autres temps, on n'a pas dit en d'autres lieux, les 1000 livres qu'elle réclame eussent aussitôt suscité leur mécène. On s'étonne que le ministre de l'Instruction publique n'y ait pas songé. Une bibliothèque René Guénon installée dans ses locaux et ouverte au public n'eût pas diminué son prestige. Mais nous vivons une dure période d'incuriosité, où l'humanité revient doucement au stade enviable du pilotis dans la calebasse du tafia. Cependant, puisqu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, et encore moins de réussir pour persévérer, le professeur Igor Volkov et ses ardents amis tentent leur chance en faisant appel à l'opinion et en suggérant des solutions qui maintiendraient intact l'horizon intellectuel dont le demi-cercle fut tant de fois parcouru par le cher disparu. Après tout, il n'est pas impossible que cet appel tombe sous les yeux de notre Léoie président et ne provoque un continent, une de ces décisions où le bon sens et l'intérêt collectif trouvent à chaque coup leur double apaisement. NDRL. Voici la lettre écrite par Igor Volkov. Voyage à travers la bibliothèque de René Guénon. Cher maître, vous avez toujours offert dans les colonnes de notre revue une large place à ce qui touchait à René Guénon. C'est pourquoi je vous demande de publier la copie ci incluse de la lettre que les amis de René Guénon en Égypte ont fait parvenir à chaque ornaque, à la revue Françaisie, à la maison d'édition Vega. Elle résume la situation de la bibliothèque du défunt, ce qui a été fait par nous en conformité des intérêts de la veuve et ce qui, en souvenir du maître, pourrait encore être entrepris au profit des enfants. Je pense que tous les sympathisants de René Guénon en Égypte vous seront gré d'avoir été mis au courant de ces différents aspects. En leur nom, je vous remercie d'avance. Igor Volkov.
Lors de la commémoration du 2e anniversaire de sa mort, nous avons constitué au Caire, au domicile même du Cheikh Abdelwahid, un groupement des amis de René Guénon en Égypte, en vue de maintenir le souvenir de René Guénon et l'esprit de son œuvre. L'un des objets de préoccupation qui s'est tout de suite imposé a été le sort de la bibliothèque de René Guénon. Jusqu'alors, elle était restée fermée au public. Le fidèle Ramadan la défendait contre toute dispersion possible. Les collections de monnaies, de timbres, certains manuscrits, les lettres qui sont encore aujourd'hui sous scellés. D'après la loi musulmane, en effet, les biens du défunt restent inviolables jusqu'à la nomination d'un co-tuteur. Monsieur Mouhyin El-Harab, qui fut un ami de René Guénon, s'est offert et a été heureusement désigné par le tribunal pour remplir cette fonction. Sa nomination nous permet d'envisager le sort réservé à la bibliothèque. En ce domaine, il apparaît a priori que les intérêts de notre petit groupement s'opposent aux intérêts de Madame Guénon. En effet, cette dernière envisage la vente immédiate de la bibliothèque que nous voudrions conserver dans son intégrité pour les amis de Guénon. La bibliothèque compte 3000 volumes. Un inventaire détaillé a été établi. On y trouve de nombreux ouvrages de métaphysique et de philosophie ancienne et moderne, des grammaires et des dictionnaires de la plupart des langues et dialectes orientaux et extrême-orientaux, notamment une grammaire de la langue sanskrite en latin, publiée en 1832 à Berlin, un dictionnaire sanskrit anglais édité à Bombay en 1912 et un petit dictionnaire marathi anglais édité à Bombay en 1888. Une cinquantaine d'ouvrages sur l'islam, parmi les plus anciens, un volume relié de Chrestomathia Corani Arabica de Nolino, publié à Leipzig en 1893, et une grammaire de la langue arabe de Savary, publiée à Paris en 1813. Une cinquantaine d'ouvrages sur la Chine, dont certaines éditions originales sur papier de riz, une cinquantaine d'ouvrages également traitant d'hébraïsme, dont certains en hébreu. Il convient de citer la traduction en latin du Zohar et Sefer Ketzira, petit ouvrage relié datant de 1552 dont il n'existe qu'une seule autre copie au monde, celle de la Bibliothèque nationale. Près de 200 ouvrages sur la franc-maçonnerie, parmi lesquels la chronologie de l'histoire de la franc-maçonnerie en 2 tomes, relié, publié à Paris en 1815, et l'essai sur la franche-maçonnerie de J.L. Lawrence, édité à Paris en 1806. Près de 400 ouvrages ayant l'Inde, le Tibet, l'hindouisme, etc. pour sujet. Une série d'ouvrages sur le spiritisme, le martinisme, l'hermétisme, la théosophie, les rose-croix, les cathars, l'alchimie, l'astrologie, la philosophie des nombres. Les nombres en 4 tomes édités à Paris en 1604. La magie, tel ce dictionnaire infernal de Jean Collin de Plany, édité à Paris en 1863. Voici au hasard de l'inventaire quelques titres choisis parmi les œuvres les plus anciennes. Don Quixote de la Mancha, en 4 volumes, publié à Madrid en 1782. Les Caractères de La Bruyère, édité à Paris en 1790. Règles et statuts secrets des Templiers, édité en 1840. Le Nouveau Testament en syriaque et en latin, édité en 1863. Phyto Monica Jo Battiste en latin, édité à Francfort en 1591. Histoire des oracles de Monsieur de Fontenelle, édité à Paris en 1707. Entretien de Faucton par A. Mably, édité à Amsterdam en 1767. Dictionnaire mytho-hermétique de Joseph Pernetti, édité à Paris en 1758. Amphithéatrum Sapriantiae Aeternum par Enrico Conrad-Lips, édité en 1690. Un manuscrit chaldéen, livre de prières du XVIIIe siècle, édité en 1912. Un manuscrit, genre dépliant, non expertisé, vraisemblablement tibétain. Différentes séries de revues complétant la bibliothèque, telles entre de nombreux autres le Lotus bleu depuis l'année de sa parution en 1894, l'Initiation depuis 1889, Psyché depuis 1917, la collection complète du voile d'Isis et des études traditionnelles.
Les noms de Madziwa, Stanislas de Guetta, Martinez de Pascali, Sédir, Papus, Burnouf, Eliphas Lévy, Saint-Yves d'Alvèdre, etc. bien connus des ésotéristes, y sont abondamment représentés. Parmi les livres de date plus récente, nombreux sont ceux qui portent la dédicace de l'auteur à René Guénon. Cette précieuse collection qui fut tenue à jour par René Guénon jusqu'à sa mort, la veuve, tout en devinant l'intérêt, ne voit en elle que la valeur marchande. Sa situation matérielle précaire justifie cette attitude. Bien que la mort de son mari n'ait pas, semble-t-il, beaucoup modifié sa situation matérielle, elle a perdu en lui un appui moral qui lui fait envisager l'avenir avec incertitude. Et d'autre part, ses 4 enfants grandissant, il lui faut faire face à des frais toujours plus élevés de nourriture, de vêtements, d'écolage. Les enfants sont instruits au lycée franco-égyptien d'Héliopolis, banlieue du Caire, et leur retard en français oblige la mère à leur faire donner des leçons particulières. Un modeste immeuble, qui est son unique source de revenus réguliers, arrive à peine à couvrir les dépenses qui s'accroissent chaque jour. Il y a aussi les droits d'auteur et les biens immobiliers des Guénon en France. Ils constituent un apport irrégulier dont les versements ont été rendus difficiles par le contrôle de change. C'est en somme de l'argent immobilisé. Or, les nécessités de l'heure ne permettent pas d'ajournement. On comprend dès lors le désir de Madame Guénon de retirer de la vente de la bibliothèque les 1000 livres égyptiens, 1 million de francs français, auxquels celle-ci a été estimée. Au Caire, toutes les démarches ont été entreprises en conformité des intérêts de la veuve. Articles dans la presse annonçant la vente et décrivant la bibliothèque, visites, levée temporaire des scellés, etc. Elles n'ont donné aucun résultat. Les amateurs ne manquent pas, il est vrai, pour des achats partiels. Il n'y en a pas pour la bibliothèque dans son entier. Jusqu'à présent, Madame Guénon, en accord sur ce point avec le groupement, s'est opposée à la dispersion des ouvrages. Mais il est à craindre que, pressée par des besoins financiers, elle ne revienne sur sa décision et que la précieuse collection ne soit vendue à l'encan. C'est pour éviter ce sort à la bibliothèque, tout en prenant en considération les besoins matériels de Madame Guénon, que nous adressons le présent appel à tous les admirateurs, lecteurs et amis de René Guénon, soucieux de voir conserver intact l'horizon spirituel du maître. Une suggestion nous a été faite à cet égard, celle d'une souscription parmi les amis de René Guénon, de par le monde, en vue de l'achat de la bibliothèque sur place. Elle deviendrait la propriété de tous les amis et groupements d'amis de René Guénon, qui auraient en elle une source de référence précieuse. Le montant de la souscription constituerait une première ressource pour la veuve et ses enfants. Nous sommes prêts à accueillir toute autre suggestion et à répondre à tout renseignement qui pourrait intéresser le lecteur.